Alors commençons par le commencement. On va voyager aujourd'hui, mais il faut commencer par le commencement. C'est la dernière fois de ces 2 jours qu'on va le faire, donc je vous demande d'applaudir tous ces sponsors qui, grâce à eux, on se retrouve là. Merci pour eux. Je tiens moi personnellement à vous remercier vous, parce que j'avais peur de me retrouver un peu tout seul pour ce voyage. C'est sympa d'être resté à la fin des 2 jours. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Et justement, en parlant de voyage, on va voyager ensemble aujourd'hui. C'est ça qu'on va essayer de faire. On va commencer par un premier voyage plutôt intellectuel. Imaginez un endroit, une classe d'école où il n'y a pas de mur, il n'y a pas de table, il n'y a même pas de chaise. Il y a des profs et des élèves. Mais tout le reste, c'est des arbres, c'est la nature, c'est le vivant. Et bien ça, c'est le voyage qu'on va essayer de mener un peu ensemble aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, il faut que je commence par le commencement. Il y a 1 an de ça, je suis parti faire un tour du monde d'1 an avec ma famille. On était 4, ma femme, mes 2 filles et moi. On a voyagé pendant 1 an. On a fait 12 pays, à peu près 1 mois par pays. Je vous passe les détails. Et on a fait 25 écoles. C'était le fil rouge du voyage. C'était important pour nous de donner du sens à ce voyage qu'on a mené ensemble. Et outre le fait d'aller visiter et rencontrer d'autres cultures, on voulait particulièrement découvrir les différentes pédagogies qui pouvaient exister dans les différentes cultures qu'on allait rencontrer. Pour ça, on a créé une association avant de partir qui s'appelle Bougeons les murs. Il y en a parmi vous qui ont contribué à cette association, là-bas au fond. À eux, je dis merci beaucoup. Grâce à vous, on a mené 2 projets. Si vous voulez plus d'infos, ils sont sur le site, donc je vous invite à aller jeter un œil au blog si vous voulez. J'en dirai pas plus aujourd'hui, c'est pas le but de cette conf, mais c'était important pour moi de pouvoir leur dire merci. Alors merci. Continuons. Si on veut partir en voyage, il faut préparer notre sac. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre sac? Alors moi, j'ai commencé, la première fois que j'ai préparé mon voyage, j'ai mis ça. C'est mon carnet de voyage. C'est la première des choses à faire. Et ensuite, on va mettre peut-être un peu d'ouverture d'esprit. Ça va être nécessaire, je pense, pour le voyage qu'on va faire aujourd'hui. On va mettre un peu d'indulgence. On va parler de beaucoup de sujets autour de l'éducation, de la pédagogie. Je vais être obligé de faire des gros raccourcis et beaucoup d'arrondis. Donc il ne faudra pas trop m'en vouloir pour ceux qui sont un peu calés sur ces sujets-là. Et on va peut-être mettre un peu de curiosité, parce que moi, la curiosité, j'aime ça. Maintenant que notre sac est prêt, partons en voyage. On va commencer. On va quitter... Bougez pas, ça va venir. On va quitter notre merveilleuse UT de Nantes et on va prendre un peu de hauteur, sortir de France, la Méditerranée, le Moyen-Orient, passer au-dessus de l'Inde et on va arriver en Thaïlande, tout à fait. Thaïlande, dans une ville qui s'appelle Chiang Mai. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés à Chiang Mai? Ok, il y en a quelques-uns, pas mal. Une ville fort intéressante qui est un peu sortie des sentiers très plage et touristes alcoolisés à 15h. C'est reste touristique, mais c'était un bel endroit où aller. Et dans cette ville de Chiang Mai, on a eu l'occasion de découvrir un collège, une école, qui faisait les deux, très grosse structure, et de participer à un cours de sciences, où ils fabriquaient des petits robots. Alors, petite parenthèse, pour une raison de... Je t'avais dit que... comme vous pouvez le constater, toutes ces images, c'est que de l'intelligence artificielle. C'est pas très original, mais en fait, le but, c'est pas de faire ni du voyeurisme, ni de vous exposer mon carnet de voyage. Donc, j'ai tout fait en intelligence artificielle. J'ai essayé de rester dans le thème. Mais voilà, il n'y aura pas plus de photos que ça. Vous attendez pas à des photos de moi en maillot de bain au bord de la plage. Je sais, j'avais dit que je finirais tout nu cette conférence, c'était une blague, c'était juste pour vous faire venir. Reprenons, je clôture cette parenthèse.
On s'est retrouvés en famille dans cette classe de physique où on a eu l'occasion de rencontrer un professeur. On était accompagné de la professeure de français du collège, il n'y en a qu'une. Mais déjà, il y avait une professeure de français avec laquelle qui nous a permis d'être interprète et qui nous a permis de discuter avec ce professeur de physique. Attendez, je vais respirer. Ok, c'est bon. Ce professeur de physique, il a commencé à nous expliquer son fonctionnement et son modèle pédagogique. Il nous a dit, j'ai des périodes de travail de 3 à 4 semaines qui s'enchaînent. Et je fais travailler mes élèves de semaine en semaine sur les mêmes sujets. Et au fur et à mesure des semaines, je leur apporte un peu plus d'infos. Là, en l'occurrence, ils étaient en train de fabriquer des petits robots. Ils devaient faire parcourir une certaine distance à des petits robots. C'était leur deuxième semaine de travail dessus. Donc chaque semaine, ils recommençaient. C'était son principe. Vous voyez où je veux en venir? Toutes les semaines, ils repartaient quasiment de zéro, ils reprenaient ce qu'ils voulaient, et puis ils recommençaient à faire un robot, et le professeur lui réajustait les apprentissages en apportant des nouvelles notions. Moi, j'ai tilté. Très vite, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Si on doit faire le parallèle, c'est la culture de l'itérativité. C'est exactement l'exemple. C'est la première fois que je voyais ça dans un modèle pédagogique. Au fur et à mesure des semaines, les élèves pouvaient réexpérimenter une nouvelle façon de construire un robot. Là, en l'occurrence, c'était le robot. Après, ça s'appliquait à d'autres domaines. Il m'a parlé de ponts, de systèmes de panneaux solaires, qu'ils ont itéré comme ça sur plusieurs périodes, pour en arriver à la fin des 4 semaines à avoir un prototype. Et après, ils changeaient de chapitre. Très intéressant, beaucoup d'échanges avec ce professeur qui était passionné par son métier. Et ça nous a permis après d'en arriver à 3 facteurs importants qui sont d'abord l'engagement et la motivation. De son point de vue, ça a permis à ses élèves, ce modèle itératif, d'aller chercher cet engagement et cette motivation, d'aller rendre les élèves conscients de ce qu'ils faisaient, de les intéresser à leur projet, plutôt que de leur faire beaucoup de théories sur comment monter un robot, et à la fin de leur faire monter ce robot. Ça, c'était le premier aspect. Ensuite, on va parler de développement de compétences modernes. C'est pas mes mots, hein, c'est la traduction qu'on a faite. Au début, je me suis dit, mais ça, c'est parce qu'ils font des robots. C'est sympa, mais après tout, on pourrait le faire sur plein d'autres sujets. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est pas ça. C'était, pour lui, le fait d'essayer d'enseigner de cette façon-là, c'était quelque chose de moderne. C'est à mettre entre guillemets, parce que je pense qu'aujourd'hui, chez nous, il y a déjà des profs qui essaient de faire ça. Donc moderne, et depuis combien de temps, je pourrais pas le dire. Mais de son point de vue, c'était ça. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet qui était intéressant et qui m'a partagé, c'est que de son point de vue, c'était aussi une vraie satisfaction d'être capable de remettre en question son enseignement et de le descendre de façon itérative. C'était pour lui une nouvelle façon d'enseigner et c'était beaucoup plus satisfaisant que les grands cours théoriques. Ok, un bel apprentissage, beaucoup d'échanges. Mais après, il y a un moment où il a fallu qu'on passe à autre chose, donc on a continué notre voyage. On a pu repartir, j'espère. Ça va venir. Donc on a quitté Chiang Mai, on a repris encore un peu de hauteur. On est descendu en Indonésie, sur une île très connue, dans une ville très intéressante. Il y en a qui ont reconnu. Bali, très bien. Il y en a qui sont déjà allés à Bali. Et il y en a qui sont déjà allés à Ubud. Voilà. Ah bah pour ceux qui sont allés à Ubud ou qui n'y sont pas allés. Ubud, c'est une petite ville, alors aujourd'hui qui est très très touristique malheureusement, mais de Bali, qui sort quand même aussi des sentiers surfeurs, côte de surfeurs, qui est plutôt au pied du volcan, une ville très campagne. Et on a pu, à ce moment-là de notre voyage, participer à une instance qu'on avait, un des seuls points du voyage qu'on avait vraiment programmé, où on a passé une semaine dans un orphelinat. Un orphelinat 2 jours. Donc c'est un orphelinat qui n'accueille pas les enfants la nuit, mais juste le jour, en complément des heures de cours. C'est un orphelinat où au moins ils sont sûrs d'avoir un repas par jour. Parce que quand ils arrivent en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi après leur période de... Ça dépend où ils sont sûrs de pouvoir avoir au moins un repas.
On a eu l'occasion d'échanger beaucoup avec la directrice de l'orphelinat et on a même pu donner des cours dans cet orphelinat. L'orphelinat, c'est un ensemble où on ne sait pas exactement quels seront les élèves ou les enfants, là en l'occurrence, qui sont moins dans la posture d'élève, un peu plus dans la posture d'enfant, qui seront présents. Parce qu'en fonction des jours, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. C'est pas une école, c'est pas une obligation, c'est plutôt on va faire en fonction de ceux qui sont là. Ils n'ont pas tous le même âge. C'est pour recevoir et offrir un repas à des enfants qui ont plutôt une problématique personnelle et familiale, pas spécifiquement qui sont dans une catégorie d'âge. Donc en fait, tous les jours, on venait à 16h et là, on découvrait combien il y avait d'enfants et quels étaient leur âge et quelles étaient leurs compétences et de quoi est-ce qu'ils avaient envie sur quoi est-ce qu'ils avaient envie qu'on travaille ensemble. Donc à chaque fois, on découvrait aussi quels étaient les autres professeurs qui étaient disponibles ce jour-là pour venir faire des cours, créer des activités, participer avec les élèves. Il fallait s'ajuster au fur et à mesure en fonction de qui était là. On avait des grandes bases de théorie qu'on voulait faire, mais quoi faire exactement, ça va dépendre de ceux qui sont là. Donc très riche d'enseignement. Moi, ça m'a rappelé la flexibilité et l'adaptation. Je pense que là, on est en plein dedans. Alors, c'est bien d'être carré, d'avoir des plans et de les suivre, hein, c'est pas le sujet, mais là, il n'y avait pas de plan possible. Il n'était pas question de leur donner rendez-vous. Ça dépendait trop de leur contexte personnel, s'ils seraient là ou pas là. Donc, au lieu de rien faire, on s'adapte. Pour ça nous m'a permis de redécouvrir ce qu'on appelle classiquement l'approche pédagogique différenciée, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. C'est se dire, on va créer une pédagogie, on va accompagner un élève au regard de son besoin et spécifiquement de son besoin. J'accompagne pas tous les élèves dans leur globalité, j'accompagne plutôt chaque élève sur un besoin. Je vous l'ai dit, il y avait des raccourcis et des résumés, quoi. Mais voilà, là on est dans le bon exemple. Il n'y avait pas qu'une seule façon de donner des cours. Il y avait des profs qui étaient là pour faire de la musique, d'autres de la danse, d'autres des maths, d'autres de la cuisine. La plupart du temps, on mixait les activités. Nous, on a donné des cours d'anglais et de dessin. Alors non pas que je sois très bon en dessin, mais c'était un bon vecteur pour échanger avec les enfants, ne parlant pas le balinais. On parlait beaucoup avec nos mains. Et faire des dessins, ça marche aussi. Donc beaucoup de disciplines croisées. Et c'est aussi ça le deuxième enseignement, c'est avoir des projets pluridisciplinaires, mélanger les notions, mélanger les différents sujets de pédagogie. On a fait de la cuisine en anglais, on a fait des maths en dansant, en comptant les mesures. Eux-mêmes nous ont donné des cours, les enfants eux-mêmes nous ont appris des danses. Ils étaient beaucoup dans cet échange-là et dans cette richesse des collectifs, quoi. Une très très belle expérience aussi, une semaine complète à faire ça. Nous on n'y dormait pas bien sûr, hein, parce que je vous l'ai dit c'est un orphelinat de jour. Mais on y était tous les jours avec nos enfants et on a pu découvrir beaucoup de petits sourires magnifiques et on garde un excellent souvenir. Et d'ailleurs l'association a permis de financer une scolarité complète pour un des élèves qui était là, pour qui on a offert le matériel, les vêtements nécessaires pour aller à l'école, parce qu'ils sont en uniforme. C'est grâce à vous que l'association a pu faire ça. Alors merci encore. Continuons notre voyage. J'ai bien compris, il y a un peu de latence. Donc en même temps, en voyage, on prend le temps. On prend le temps de faire les choses. Continuons notre voyage. On va quitter Bali. Prendre encore un peu de hauteur. Tout le monde a reconnu? C'est bon. L'île continent. Ça va, vous êtes plutôt bon en géographie. Une ville particulière sur ce continent, j'aurais pu en choisir d'autres, mais il se trouve que c'est là qu'on est arrivé. On était à Cairns. Il y en a qui sont déjà allés à Cairns? En Australie? Un peu plus déjà. Oh, c'est pas foufou. C'est vrai que c'est loin. Je vous l'accorde, c'est très très loin. C'était l'occasion de faire ce voyage pour aller là-bas. Je vous le cache pas. Là, changement de culture. On n'est plus du tout dans cette culture d'Asie du Sud, avec des langues
qu'on maîtrise pas du tout, qui sont très loin de notre culture à nous. On est dans une culture anglophone, occidentalisée, fortement, beaucoup plus appréhendable de notre part, mais pas que, parce qu'en fait, en Australie, il y a aussi la population indigène, qui est aborigène en l'occurrence, qui est là, même si on la voit pas beaucoup, malheureusement pas dans les meilleures conditions, mais ils sont là. Et c'est justement eux qu'on allait rencontrer. On a eu l'occasion de visiter une école qui était spécialisée dans l'accueil de populations aborigènes qui ont un accès à l'éducation assez difficile. Et c'était l'occasion de pouvoir leur offrir une éducation un peu plus spécifique, dans ce modèle-là qui n'est pas tout à fait fait pour eux. Et c'est là qu'on s'est retrouvés à faire des gâteaux de Noël avec 40 degrés dehors. Il faut que je vous raconte ça. En fait, là-bas, Noël, hémisphère sud, quand il fait beau, quoi. Le concept de Noël sous la neige, ça vient pas de chez eux, ça je vous le garantis. Donc, on s'est retrouvés dans une classe de cuisine. Décidément, on aime bien faire de la cuisine, à faire des gâteaux en petits bonhommes et des petits bonhommes de neige et des petits sapins de Noël. Alors, on n'était pas du tout aussi nombreux, hein. On était un petit groupe d'élèves, tous aborigènes. Parce que on a eu l'occasion de visiter cette école, on a fait ce qu'on faisait classiquement dans les visites, on est accompagné par un professeur, souvent francophone, bon là en tout cas anglophone. On visite une classe, on passe du temps, une demi-journée, une journée complète avec eux, on discute beaucoup avec le professeur, comprendre ses enseignements, sa pédagogie. Une rencontre très très riche, mais ça je vous en parlerai à un autre moment. En tout cas il y a le blog si vous voulez pour le savoir. On a fait des articles sur chaque école. Et une fois qu'on a fini la visite, on s'est retrouvés dans la cour. On allait partir. On est quand même les seuls blancs au milieu de cette école d'aborigènes. Donc là, pour le coup, c'est nous qui sommes les plus exotiques. Et ça a beaucoup intrigué les élèves qu'on n'avait pas rencontrés dans la classe, qui sont venus discuter avec nous, comprendre ce qu'on faisait. On leur a raconté notre voyage, pourquoi on faisait ça. C'était pas intuitif, effectivement, pour eux, mais ça les a interpellés. Ils ont fait c'est super ce que vous faites. Nous, on adore faire de la cuisine. Il faut absolument qu'on vous montre comment on fait de la cuisine. Et écoute, pourquoi pas, avec plaisir. Donc là, il y a un petit groupe d'élèves qui s'est constitué autour de nous, qui ont dit on a envie de vous faire de la cuisine. Venez, on vous emmène. Ce à quoi on a dit, en même temps, on est en plein cours, enfin, vous avez sûrement cours. Et on nous a dit, non, mais allez-y, c'est un apprentissage comme un autre. Après tout, passer un peu de temps avec vous, pourquoi pas. Ok. Donc, ils nous ont emmenés dans leur classe de cuisine. On a rencontré le professeur qui était là pour maintenir le lieu cuisine, qui nous a donné accès aux différents éléments. Et on a commencé à faire de la cuisine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors, loin de moi l'envie de faire des gros clichés ou des généralités, mais on parle de populations aborigènes, ils ont une culture tribale très forte. Ils ont une culture du collectif très forte. Et ils aiment ce fonctionnement collectif, intelligence collective. Moi, ça m'a fait fortement penser à la collaboration et le travail d'équipe. C'est tout à fait ce qu'ils nous ont montré, quoi. Ils sont motivés volontairement pour faire ce petit groupe. Ils sont volontairement venus nous aider. On n'a pas défini de règles, pas défini de rôle. Ils se sont mis naturellement à se répartir les tâches, à préparer des gâteaux, à aller chercher les ingrédients, à allumer le four, à aller chercher les cakes, enfin les moules. Et on a naturellement fait ça ensemble. Ça a été assez intéressant de les observer fonctionner. On a vraiment compris que dans ce modèle collectif d'apprentissage en collectif qui était assez prégnant dans cette école, il y avait ça commençait en fait beaucoup par les débats structurés. Effectivement, le collectif, c'est une chose, mais il faut, si on veut fonctionner en collectif, il y a un moment où il faut qu'on apprenne à discuter ensemble, à parler correctement pour être écouté correctement. Ce qui m'amène d'ailleurs au deuxième sujet qui est la capacité d'écoute qui va avec. Quand on veut fonctionner en mode collectif, il y a ce facteur comment est-ce qu'on communique avec l'autre et comment est-ce qu'on écoute l'autre. La différence entre écoute et écoute active. L'écoute où on cherche à comprendre et l'écoute où on cherche à répondre. C'est pas tout à fait la même chose.
Et eux, en fait, c'était très intuitif. Alors, on va pas faire de généralité, hein, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais on a beaucoup échangé là-dessus, sur ce fonctionnement. Comment est-ce que ça se passe dans votre tribu? Comment est-ce que ça se passe dans ce fonctionnement aborigène? Et c'est très prégnant le fait qu'il y a souvent des décisions qui sont prises de façon collective. Il y a un travail autour de ce collectif en permanence. C'est leur mode de fonctionnement. Très peu d'individualisme, beaucoup de collectif. Ce qui nous amène derrière à ce que nous on a mis en ce qu'on a appelé l'intelligence collaborative, parce que ça change du collectif, et parce que c'est vraiment du comment est-ce qu'on doit travailler tous ensemble pour atteindre un objectif, que ce soit un objectif pédagogique ou un objectif juste passer, faire des gâteaux tous ensemble, quoi. Ça c'était l'Australie. Il est temps de repartir en voyage. Prenons le temps de voyager. Moi, ça va me donner le temps de respirer. Ah. Nous, voilà, on part de Cairns. On va descendre un peu plus bas, un pays encore un peu plus loin, fort lointain par rapport à chez nous. Là, je pense que si on veut être vraiment à l'opposé d'ici, on est pas mal par là-bas. Je pense que ça doit tomber pas très loin, si on prend l'exact opposé. Il y en a qui sont déjà en Nouvelle-Zélande. Ah, un peu plus déjà. C'est pas mal. Finalement, il y en a plus en Nouvelle-Zélande qu'Australie, vous n'étiez pas très loin. Un pays extraordinaire. Nous, on s'est retrouvés à Kakepuku. Alors, tous les noms sont comme ça là-bas, faut pas s'étonner. C'est très ancré dans la culture. Il y a, pour le coup, pareil, une culture aborigène très prégnante. Il y a une double culture permanente. Ils travaillent beaucoup avec la culture maori. Il y a le double langage. À l'école, il y a le double langage aussi. Le matin, quand ils arrivent à l'école, ils récitent un poème en maori, parce que c'est la culture. Ça se fait beaucoup. On a visité plusieurs écoles là-bas, des écoles très différentes les unes des autres. Je ne vais pas vous parler de toutes les écoles, mais il y en a quand même une. Il faut que je vous en parle. C'est celle-là. C'est cette fameuse Forest School dont on entend parler. Mais finalement, c'est quoi une Forest School? De quoi est-ce qu'on parle exactement? Nous, on n'était pas prêts à ce qu'on a vu là-bas. L'école dans la forêt, sur le papier, ça paraît pas très compliqué. On prend des élèves, on les met dans une forêt, on est bon. Oui, mais c'est-à-dire que comment est-ce qu'on leur fait cours? Tu veux leur faire des maths, tu prends des feuilles, tu leur fais compter le nombre de feuilles vertes, le nombre de feuilles marron, tu fais des petits tas de feuilles marron, tu leur demandes combien il y a de tas, tu leur apprends la multiplication. Finalement, il y a moyen. Ok. Mais il faut qu'ils apprennent à écrire aussi. Tu leur fais écrire dans le sable, tu leur fais écrire avec des cendres, tu leur fais écrire avec des brindilles d'herbe, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah oui, mais bon, il n'y a pas tous les enseignements là-dedans. Ah non, effectivement, là, nous, la Forest School qu'on a visitée, elle était une Forest School qui est complémentaire, où en fait les élèves, ils y passaient une journée par semaine, en plus d'un cursus qu'ils avaient dans des écoles beaucoup plus classiques le reste du temps. Donc c'est des enfants qui étaient plutôt pas complètement adaptés au système classique, et qu'on accueillait en Forest School une journée par semaine. Pas toujours la même journée, ça dépendait. Ok, très bien. Ça, c'est le genre d'école qu'on a visité là-bas. Et c'était marrant parce que quand on est arrivé dans cette Forest School, au début, on est accueilli, il y a un bungalow, ils accueillent tous les élèves, ils font l'appel. Et après, on y va à la Forest School. Parce que finalement, il faut quand même se rendre au milieu de la forêt. Donc on y va, on marche un petit peu, 5-10 minutes. Et au bout du chemin, on passe une barrière, on ferme la barrière derrière nous, et on dit, voilà, on est dans la salle de classe. Ok. Donc les élèves, ils doivent rester là, ils n'ont pas le droit de franchir cette barrière. S'ils ont besoin de retourner derrière la barrière, il faut qu'ils nous demandent, me disent les accompagnatrices enseignantes qui sont avec nous. Ok, très bien. On se réunit autour d'un petit feu, sous un petit toit, et elle commence à discuter. Voilà le programme de la journée, voilà ce qu'on va faire. On va faire un feu, on va faire des marshmallows, on va faire des pancakes, on va faire du tissage. Ok, tous les enfants sont ravis de tout ça. Et puis là, ils vont dans une petite cahute qui est juste à côté, ils sortent des scies, des clous, des marteaux, une fendeuse à bûches. Et puis voilà, c'est parti quoi. Oh, je vous imaginez pas le choc que ça a été de dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces trucs là. Mais ils vont se faire mal. Et en fait, ou pas.
peut-être. Mais bon, en même temps, ils viennent à une forest school. Et finalement, on n'a jamais perdu aucun enfant. Et d'ailleurs, il y en a très rarement qui sont blessés. Ah, ok. Ah, le jamais, c'est pas ce qu'elle a dit, hein. Il y a un moment, il faut assumer ce qu'on fait. Mais bah, pourquoi pas? Enfin, ils savent où ils sont. On n'est pas dans un monde aseptisé, on est dans un monde où il se passe plein de choses. Donc, bah, les probabilités, elles sont ce qu'elles sont. Ok, bon, bah écoute, on va visiter. Donc, on se balade dans l'espace. C'est grand, hein. Là, clairement, la clôture, on n'a pas vu tout le bout, quoi. Et en attendant, les élèves, bah, il y en a qui font un pont, il y en a qui font une tyrolienne, il y en a un, il coupe un arbre. Ah ouais, mais alors l'animatrice, elle va le voir, elle lui fait bah, attention parce qu'on coupe pas n'importe quel arbre, on coupe les arbres qui sont pas bien, ceux qui sont morts, ceux qui machin. Lui, t'es sûr qu'il était mort lui? Je sais pas trop. Peut-être que tu vois, fais attention quand même à ce que tu coupes. Ok, bah voilà, c'est un apprentissage. Ok, on continue. Il y a un enfant, il a passé toute sa journée au coin du feu à faire le feu. Et lui, il fait quoi? Bah, il apprend à faire du feu. Ok, ça marche. Je suis allé discuter avec lui, je suis allé m'asseoir. J'ai beaucoup discuté avec lui, très sympa. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais du feu, parce que moi j'aime faire du feu. Le feu, je trouve ça joli, ça me plaît. Ok, bah, très bien, bah, écoute, pas de problème. Bah voilà, bah, pourquoi pas? Après tout, il n'est pas obligé de faire autre chose que du feu. S'il a envie de faire du feu, il va faire du feu. Il fait pas ça tous les jours. Il y a des jours où il fait autre chose. Ok. Il faisait plutôt beau ce jour-là. Donc il y en a qui étaient en bottes, il y en a d'autres qui étaient pieds nus. Et puis ça gênait personne. Après tout, pourquoi pas? Tu viens à l'école comme tu as envie d'y venir, quoi. Pas de conformisme, très peu de conformisme. On a fait des ateliers de tissage avec eux, on a tissé des feuilles, des grandes feuilles pour faire des... Alors, éventails, merci. Il me manquait mon mot. Pour faire des éventails, bon bah voilà. C'était sympa. C'est un apprentissage comme un autre. On a fait des pancakes, comme je vous disais. Pour nous, c'était surréaliste, hein, je vous le cache pas. Il y a beaucoup de choses, il a fallu qu'on passe au-delà de nos principes, mais bah, après tout, pourquoi pas? Ça dépend ce qu'on vient chercher. Et puis ces enfants-là, bah, ils étaient hyper heureux, ils ont fait plein de choses, ils ont construit des cabanes, ils ont fait des cache-cache. C'est d'autres apprentissages, quoi. Une école vraiment hors du commun. Moi, ça m'a fait penser à la réponse au changement au pas de côté. Ces enfants-là, en fait, le reste du temps à l'école, ils ont plus de mal à s'insérer. Le système, il n'est pas tout à fait conçu, fait pour faire rentrer eux, en tout cas. Sans préjuger rien, hein, mais là, en tout cas, bah, ils sont bien. Ils font plein de choses, ils apprennent des nouvelles choses, ils apprennent leur environnement, ils apprennent à s'exprimer, ils apprennent à bouger dans un environnement où ils peuvent faire tout un taquet de choses, quoi. Et ben, soit, très bien comme ça. Il y a un vrai pas de côté, quoi. Ça nous a appris bah, l'innovation pédagogique. Là, c'est clair que quand on veut faire apprendre quelque chose à un élève qui est en mode forest school, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination pour faire passer les notions, quoi. Mais bah, c'était très bien, innovons l'éducation, ça dépend ce qu'on veut apprendre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut, que c'est le mieux pour apprendre les maths et... On va quitter cette Nouvelle-Zélande, on va faire un voyage un peu plus long. On va traverser l'océan Pacifique. Vous voyez où on va à peu près? Pas loin, pas loin. Merci le Tourangeau. On n'est pas très loin, on se situe tout au nord de l'Argentine, dans une petite ville au-dessus de la ville de Salta, qui s'appelle Tilcara. T'es déjà allé là-bas? Magnifique, merci. Merci, quelqu'un qui a du goût. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui y sont allées? Eh bien, félicitations, on partage déjà ça tous les deux. Une très belle petite ville, plutôt très provinciale. Très très provinciale, on est loin de Buenos Aires. Très très loin, en plus l'Argentine c'est vraiment immense. Et avant de continuer, il faut quand même que je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça, à part un pourcentage, Cédric? Numéro de Michael Jordan? C'est pas faux. C'est pas faux. Non, ça, c'est la proportion d'enfants mineurs qui travaillent en Argentine.
dont il y a même 10% en fait qui sont des enfants de entre 5 et 12 ans. C'est un tout petit peu moins fun que Michael Jackson, Jordan, mais c'est comme ça. Hein? Sauf s'ils font ça en basket. Ils leur fabriquent les baskets. Ouf. Je ne prendrai pas cet axe-là de cette conférence. Restons focus, restons focus. Ça, c'est le cas. C'est la réalité du terrain. C'est comme ça que ça se passe, en fait. L'Argentine, c'est un pays où il y a eu une des fortes inflations les 10 dernières années, même plus que ça. Il y a une réalité économique qui est très, très compliquée. Ça a beau être un pays d'Amérique du Sud, avec une culture qui est très proche de celle de ses voisins. En fait, ils sont très essolés. Ils ont une réalité économique très dure. C'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on constate ça? On s'adapte. On s'adapte et on crée ça. Ça, c'est une école en 2 écoles. C'est 2 écoles dans une école plutôt. Plutôt comme ça je devrais le dire. En fait, on a visité une petite école maternelle à Tilcara, dans cette ville perdue au fin fond de la Pampa, dans la vallée. Et on découvre que le matin, il y a une directrice, un groupe d'enseignants et une classe par niveau. Et l'après-midi, dans la même école, dans les mêmes locaux, il y a un autre directeur, d'autres enseignants et d'autres classes, niveau par niveau. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils sont sûrs d'avoir des élèves. Parce que les élèves dont on parle, c'est où ils sont le matin au champ en train de cultiver, ou ils sont l'après-midi au marché en train de revendre ce qu'ils ont cultivé, ce que les parents ont cultivé le matin. C'est l'un ou l'autre. Si on veut avoir les élèves, augmenter le taux de participation, il va falloir trouver des idées, et eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est ça. C'est pas le cas dans toute l'Argentine, hein. Mais là, on est plus proche de ces pourcentages d'élèves où ils travaillent. Et s'ils ont le temps d'aller à l'école, c'est pas mal. Et pour ça, ils ont trouvé cette idée-là, ce qui est une fort bonne idée de mon point de vue. Et ça, c'est l'approche centrée utilisateur. Il y a un moment où on ne fait pas l'école pour le plaisir de faire l'école, on fait l'école pour les élèves. Et ces élèves, ils ont quoi comme contrainte? Ils ont celle-là. Donc si on veut avoir des élèves, il faut répondre à ces contraintes-là. Alors ok, on ne fabrique pas un produit informatique, mais on s'en fout, il faut bien qu'il y ait des élèves dans cette école. Donc on s'adapte. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire ça partout en Argentine, il y a plein d'endroits où ce n'est pas nécessaire, mais là, c'est la façon qu'ils ont trouvée pour répondre à cet enjeu-là. Et nous, ça nous a fait penser à... Enfin, pas ça nous a fait penser, ce qu'ils nous en disent, c'est clairement, vous l'avez compris, un engagement accru des élèves. Bah oui, on a répondu à leurs besoins, en fait. Si on faisait, avant qu'on fasse ça, il y avait moitié moins d'élèves. Ou peut-être pas moitié pile, mais voilà, il y avait moins d'élèves. Et ça a répondu à un besoin. Il y a aussi toute une dimension sur le reste du temps, ils travaillent, ou dans des champs, ou au marché. Donc il y a un moment où l'école, c'est pas fait pour les faire cravacher, quoi. C'est pas ça l'ambiance de l'école. C'est une école où il faut travailler sur comment est-ce que ces élèves ils s'épanouissent, ils s'en sortent, c'est quoi leur bien-être. C'est pas tout à fait la même démarche. Ça veut pas dire qu'ils apprennent pas les maths et le reste des matières, mais il faut que j'arrête de faire un focus sur les maths. Mais c'est très prégnant chez nous, quoi. Donc voilà, c'est une façon de... Il faut travailler sur ce bien-être de ces élèves-là. C'est une attention un peu particulière. Mais une très très belle découverte. Ils étaient hyper appliqués à nous faire visiter toute l'école. On a tout vu, toutes les pièces. C'était très très mignon. Mais en plus, nous on a vu l'école du matin. Donc je peux pas vous dire comment était l'école de l'après-midi. Sûrement pareil, mais pas les mêmes personnes. Allez, reprenons notre voyage, parce que l'Amérique du Sud, il y a moult pays à voir, et cette culture hispanophone, elle apporte beaucoup beaucoup de choses. On a eu l'occasion de faire plusieurs écoles dans différents pays, mais je ne vous ai pas tous fait, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On va quitter l'Argentine, prendre un peu de hauteur, passer au-dessus du désert du Salar, de la vallée merveilleuse du Pérou, et on va arriver en Équateur. En Équateur, à Quito. Quito, une ville en altitude, où il fait froid. C'est comme ça.
Et surtout une ville où nous, on a fait un des plus gros beaux apprentissages de tout ce voyage. On a eu l'occasion de rencontrer une famille par hasard qui avait des enfants qui avaient à peu près le même âge que les nôtres, donc on a eu l'occasion de discuter. Et au bout d'une heure à peine, ils nous ont dit, bah écoutez, venez visiter Quito, vous avez qu'à venir à la maison. Ok, mais c'est-à-dire que comment ça s'organise? Bah vous venez, on a une chambre, on vous file une chambre, il y a une deuxième chambre pour les filles, vous avez qu'à rester autant de temps que vous voulez. On y a passé 5 jours. Grosse leçon de générosité, je vous le cache pas. Je dis pas qu'il faut qu'on fasse tout ça, c'est pas le sujet, mais c'est quand même, nous, ça nous a beaucoup inspiré. En tout cas, voilà. Bref, il se trouve que ces enfants vont à l'école et on a l'occasion d'aller visiter une des écoles où ils vont. Donc on a l'occasion d'assister à un des cours du petit Alessandro. Et là, c'était le jour de son exposé. Il fallait qu'il fasse un exposé sur le diagramme de Venn. Qui sait ce que c'est que le diagramme de Venn? Oh, ok, 3. Wow. Alors, écoutez, je vais vous apprendre un truc. Le diagramme de Venn, c'est ça. Voilà, enfin, ça, c'est un exemple, mais c'est comment représenter l'inclusion, l'exclusion très facilement. Voilà, un diagramme de Venn, c'est ça. Pour dire que vous aurez appris au moins un truc. Pas mal. C'était le challenge, il fallait que je vous apprenne un truc, et c'est pour ça que je l'ai mis là. Revenons-en à notre exposé. Le petit Alessandro, il fait son exposé, ainsi que chacun de ses petits camarades. Et la prof Maria, fort sympathique, systématiquement, après chaque passage, fait un feedback automatique à l'élève. Voilà, comment est-ce que j'ai perçu ta conf, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai compris. Beaucoup de questionnements, beaucoup de valorisation. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Qu'est-ce qui t'a plu à faire cet exercice? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Et ça, systématiquement, pour tous les enfants qui passent les uns après les autres. En plus, ce jour-là, c'était exposé pour tout le monde. Il y avait les parents qui avaient le droit de venir. Donc il y a quelques parents qui étaient là aussi. Très belle expérience. Vous avez vu où je voulais en venir. C'est le seul mot qui est à peu près lisible là-haut, qui est écrit correctement. Merci Lia. Ça me fait penser quand même. Il paraît qu'il faut toujours mettre une citation dans une conf. Alors je vous l'ai mis là. Voilà. Vous êtes tous fluent English. Voilà, le feedback, c'est ce qui permet l'amélioration. Merci Bill. J'ai fait ma présentation, j'ai fait ma citation. Allez, on l'enlève. Le feedback continu, évidemment, qui est très important pour nous. Dans nous agilistes, il faut donner du feedback, c'est ce qui permet d'éviter les effets tunnels. Évidemment, acceptons ce feedback, travaillons sur ce feedback parce que c'est pas si simple. Il y en a qui ont dit hier, je crois, dans une conf, que le feedback c'était comme le pull de la grand-mère. Pour ceux qui ont la rêve, tant mieux. Les autres, je me relancerai pas dans l'explication. Et ben le feedback, oui, effectivement, c'est une culture, il faut l'accepter, il faut être capable d'en donner, mais surtout d'en recevoir, c'est pas si simple. Au début, ça peut piquer, alors qu'en fait, c'est ça qui fait l'amélioration. Donc ce fameux feedback, de son point de vue à Maria, l'idée c'était développer la confiance en soi. Si je donne mon feedback à chacun de mes élèves, c'est bien pour ça. C'est pour qu'ils puissent développer leur confiance en eux, qu'ils sachent ce que j'attends d'eux, que je puisse valoriser ce qu'ils font, ce qui est bien, que je puisse les motiver à faire ce qui manque peut-être. Et évidemment, les guider dans leurs apprentissages. Ils n'ont pas tous besoin de la même chose. Si je leur fais tous un feedback, à chacun, je vais leur dire, toi c'est plutôt là-dessus, toi c'est ça qu'il te faut, toi c'est ça qui est bien, c'est ça qui te manque, toi c'est ça vers là qu'il faut que tu ailles. Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu peux t'intéresser à ce sujet-là? Quel que soit le modèle, si c'est dans le questionnement ou dans l'affirmation, voilà, c'est un très bon modèle de pédagogie différenciée dont on parlait tout à l'heure et qui permet de guider l'apprentissage. Le feedback. Voilà. Ah, je croyais qu'il m'en restait que 10. On aura là du temps pour les questions. Reprenons notre voyage. Doucement, mais sûrement. Je vous l'ai dit, quand on voyage, on prend le temps. C'est celui-là. On était à Quito, capitale de l'Équateur. On va reprendre un peu de hauteur, retraverser un nouvel océan, passer au-dessus de l'Espagne et rentrer chez nous. Il est temps de rentrer à la maison. Vous savez pas le temps que ça m'a pris de faire ça. Surtout quand une semaine avant, on change de lieu. Mais franchement,
Moi, ça m'a demandé moins de taf qu'aux organisateurs. Encore un grand bravo à eux, quoi. On rentre de voyage, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on vide son sac. Et ouais, on jette un peu un œil à son sac. Qu'est-ce qu'on a dans notre sac à dos? Bah, on a récupéré plein de trucs, on a plein de souvenirs, pas tant que ça. On a des drapeaux des pays dans lesquels on est allé, parce que ça fait toujours sympa. On a plein de photos, plein de souvenirs. Mais on a surtout plein de nouveaux sujets de réflexion. Et ça cogite à fond, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme nouveau sujet de réflexion? Après avoir voyagé comme ça, on se pose des questions sur le rôle de l'enseignant et sa posture de sachant. Le concept de l'enseignant qui a le savoir, qui est sur une estrade, je pense que c'est le meilleur exemple, qui a en face de lui tout un panel d'enfants qui sont des réceptacles prêts à absorber tout ce savoir et cette connaissance. On questionne. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de faire, qu'elles soient meilleures ou pas, mais juste peut-être faire différemment? Ça dépend ce qu'on fait. Peut-être pas pour tous les enseignements, mais peut-être pour certains. Ça se questionne. D'ailleurs, il y a d'autres pays, je vous en ai pas parlé là, mais on peut parler en Allemagne, où la posture du prof n'est pas du tout la même. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas bien, ou moins bien, mais c'est comme ça. Il y a d'autres façons de faire, en tout cas. Donc ça se questionne. Est-ce qu'on peut faire autrement pour aller chercher d'autres choses? Il y a aussi, évidemment, la place de l'élève et de ses besoins. On l'a dit tout à l'heure, orienté utilisateur, quoi. Si on enseigne, c'est pas pour nous le plaisir d'enseigner, c'est pour les personnes qui sont en face, quoi. Moi, si je fais cette conf, c'est pas tant pour moi. Je ne cache pas que ça me fait plaisir de la faire. C'était important après avoir fait ce voyage. J'avais envie de transmettre. Mais ce que je veux surtout, c'est que ça vous intéresse. Parce que sinon, je vous aurais fait mes photos de voyage. Ça aurait été beaucoup moins compliqué pour moi, mais beaucoup plus chiant pour vous. Donc la posture de l'enfant et ses besoins. De quoi il a besoin un élève quand il est en face, là, calé sur son siège, à prendre des notes sur un cahier? C'est quoi son besoin? Il y a aussi forcément la collaboration en vecteur de savoir. On est dans une culture, nous aujourd'hui occidentaux, très très individualisée. Chacun sa note, un peu de compète, élitisme. Pas partout bien sûr, mais je ne vais pas faire de généralité, c'est pas l'enjeu. Mais en tout cas, travailler sur le collaboratif, il y a plein de choses à aller chercher. Surtout quand demain, on veut mettre ça dans toutes les entreprises, quand on veut faire de l'agilité dans l'IT, on va parler que de collaboratif. Pourquoi est-ce qu'on éduque tout le monde à faire de l'individuel? Évidemment, tout ça, ça change. Il y a plein de profs qui travaillent dessus. Je ne vais pas les ignorer. Mais on va dire, dans la globalité, c'est peut-être pas la tendance. Et puis, il y a aussi une notion qui est hyper importante. C'est le rôle de l'erreur dans l'apprentissage. Est-ce que l'erreur, c'est un problème? Est-ce que c'est tant un problème que ça, d'ailleurs? Est-ce que c'est pas la meilleure façon d'apprendre? Se planter. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait quand on découvre un nouveau jeu, on y joue pour la première fois, on trompe, on perd, on a appris un truc. On y rejoue, on apprend autrement, on progresse. Finalement, ça marche très bien dans le jeu. C'est pour ça que le jeu est un très bon vecteur d'apprentissage. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour le reste, pour tout le reste des enseignements qu'on a dans nos matières? Et ça, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser autour de ça. Comment est-ce qu'on peut valoriser l'erreur? Et si on va un peu plus loin, outre le voyage qu'on vient de faire ensemble, moi, il y a quelque chose que je retire de ce voyage. C'est ce que j'appelle l'apprentissage et la curiosité. Ce que je synthétiserai plutôt comme l'apprentissage et la curiosité. Et c'est avec ça que je vais conclure. Pour moi, il faut absolument valoriser le fait d'apprendre tous les jours. On apprend tous les jours. J'espère qu'en sortant de ces 2 jours de conf, vous avez appris des choses. Sinon, ce serait vraiment dommage. Mais si on s'intéresse et qu'on est curieux, on apprend toujours quelque chose. Il n'y a aucune raison que parce que, ça y est, j'ai plus de 40 ans et que je travaille, j'apprenne pas des nouvelles choses, quoi. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, on apprend tous. L'idée, c'est est-ce que c'est possible de créer des environnements d'apprentissage dynamiques, adaptatifs, on l'a vu, centrés utilisateurs, il n'est pas question de conformisme là-dedans, des systèmes dans lesquels la soif d'apprendre se tarit jamais, où on peut toujours apprendre des nouvelles choses, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, des univers dans lesquels les leçons sont des voyages, comme on vient de faire là, où les défis, c'est des énigmes, où les succès, c'est des améliorations de soi. Il l'a pas, mais il l'aura tout à l'heure.
Est-ce que c'est possible de créer Moi, je pense que c'est possible de les créer, tous ensemble, de travailler ensemble à ça, de faire en sorte que l'apprentissage et la curiosité deviennent des moteurs du progrès et de l'innovation. On l'a vu là, l'idée c'est pas de faire différemment pour faire différemment, mais c'est de se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à aller chercher, d'autres façons de penser? Et est-ce qu'avec tout ça, on ne pourrait pas tous ensemble transformer nos façons d'apprendre et de travailler pour que demain, on ait un monde meilleur? Merci à vous. Merci beaucoup. Ça, c'est le Rôti Express. C'est pas mon blog, hein, j'aurais pas osé. Si vous avez des questions, eh ben, il y a un micro là. Il faut juste venir le chercher. Non, je peux vous l'apporter si vous voulez. Pas de questions. Ah, Laura a une question. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il marche. Tiens, vas-y. Alors ma question c'est, avec tout ce que tu as pu voir, tout ce qui a pu t'émerveiller, te surprendre, enfin tous tes apprentissages de tes voyages, est-ce qu'aujourd'hui, une fois que tu es rentré, et j'ai cru comprendre qu'elle avait repris le travail, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais différemment aujourd'hui? Oh ouais, toi, t'es vachement mieux que moi pour allumer des micros. Merci pour cette merveilleuse question. Alors, on dit toujours c'est une excellente question. Je te remercie. Voilà, c'était une excellente question. Ceci dit, c'est vrai, parce que je ne sais pas comment y répondre. S'il y a des choses que j'ai changé plein de choses. J'ai changé plein de choses. Il y avait un avant et il y a eu un après ce voyage. Pour le coup, c'était pas juste une parenthèse. Entre-temps, j'ai changé de travail, de boîte, on va dire, déjà, c'est pas mal. J'ai changé, dans ma tête, j'ai changé plein de choses. J'apprends plus du tout les choses de la même façon. Ça, c'est clair. Je vais pas prétendre quoi que ce soit, mais oui, en tout cas, il y a plein de choses qui ont changé. Clairement, j'appréhende pas les choses pareilles. Il y a un moment où, quand on passe 3 jours au fin fond du Vietnam à Hoi An et qu'il y a un typhon qui passe en plein milieu de la ville et que du jour au lendemain il y a plein d'arbres et le lendemain il y a beaucoup moins d'arbres debout, tu es obligé de relativiser. C'est pas ma vie ça, c'est la leur, c'est autre chose quoi. Je suis obligé de me dire ah, peut-être que moi il faut que je vois les choses un peu différemment quand même. Et ça j'y pense régulièrement sur beaucoup de choses. Vas-y, je t'en prie. Merci du coup. Avec plaisir. Comment tu vis le fait d'avoir découvert des écoles si différentes et de nous faire ta conf dans un amphi aussi modulable que celui dans lequel on est aujourd'hui et sur une estrade où tu es juste en bas face à nous tous? Merci pour cette excellente question. Alors, en fait, au début, je voulais, au fur et à mesure des voyages, me déplacer dans l'amphi et faire le tour de l'amphi. Et là, on m'a dit, non, t'es filmé. Alors, tu vas rester sur ton estrade et tu vas pas faire le malin. Et j'ai pris le système dans lequel j'étais, quoi. Après, aujourd'hui, je travaille avec des collègues, dont un qui se trouve là dans la salle, mais je dirais pas que c'est Nicolas, sur comment est-ce que on peut transformer des réunions aujourd'hui qui existent chez nous, 5 minutes, qui sont dans un modèle très scolaire, un grand U comme ça avec tous les directeurs qui sont dedans. Et on est en train de réfléchir à comment est-ce que demain on fait pour que ce soit plus ça à la disposition de la pièce. Parce que manifestement, ça les aide pas beaucoup dans leurs échanges. C'est vrai ce que je viens de dire. Merci pour cette conférence. Et tes enfants, comment ils ont... ils étaient, il y avait des cours complémentaires pour eux. Sur quel modèle pédagogique tu t'appuyais pour leur transmettre des enseignements? Alors, ma femme est prof. Moi, je suis passionné par le sujet. Déjà, ça met quelques bases, tu vois. Le premier confinement, nous, ça n'a pas été un problème, quoi. C'était juste une très bonne façon de faire l'enseignement à nos filles. Techniquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris vous voyez les carnets de vacances. Il existe la même chose, mais pour toute l'année. Et voilà, on avait tout dedans. Il y avait tout le programme. Il n'y avait plus qu'à
On avait une date de début, on avait une date de fin, il fallait qu'il soit rempli à la fin. C'était ça le challenge. Et après, techniquement, on a alterné. Un coup c'était moi, un coup c'était ma femme, un coup c'était moi, pour chacune. On a alterné comme ça. Ça faisait un peu de diversité. Mais c'est surtout que par contre, on a fait cours au bord de la mer, sur la plage, sur une table de pique-nique, au fin fond de la forêt, dans un bar, dans un restaurant, au bord d'un feu, un peu partout, quoi. Et c'est surtout la salle de classe qui a beaucoup changé. Ça répond à ta question ? Top. Ah, Thomas. Mon PO préféré. C'est super intéressant. Juste à main levée, qui a des enfants dans la salle ? Ouais. Ma question du coup, c'est tes enfants, qu'est-ce qu'ils en sortent ? Est-ce que du genre ils sont je veux plus aller à l'école ou est-ce qu'il y a un apprentissage de tout ça qui ressort plus que les autres ? Alors, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un parmi vous qui m'a posé la même question. En fait... Oh. Comment ai-je pu oublier que c'était une excellente question. Et la réponse, en fait, c'est que les enfants, ils sont 10 fois plus adaptables que nous. Elles sont parties, on a dormi tous les jours dans des hôtels différents, quasiment tous les 2 jours dans un hôtel différent, dans un endroit différent, dans un lit différent. On a changé pendant près de 365 jours, on a changé d'endroit très très régulièrement. Elles ont toujours trouvé un truc sympa. Ah, c'est cool, le lit il est grand. Ah, c'est cool, la salle de bain, il y a une fenêtre. Ah, c'est sympa, on est à l'étage. Elles y ont toujours trouvé un truc sympa. Et quand on est rentré, elles ont retrouvé leurs copains, leur école, leurs trucs, comme si elles n'étaient pas parties. Il n'y a que nous qui nous mettons des barrières, en fait. Plus on grandit, plus on se met des barrières, j'ai l'impression, quoi. Mais elles, exactement comme si elles n'étaient pas parties. Elles sont beaucoup plus malléables que nous. Et je pense pas que ce soit juste mes filles. Sauf Cédric, peut-être. Une dernière question. Balle perdue. J'avais une petite question, une remarque. La petite question, c'est pourquoi on changeait le personnel de l'école l'après-midi en Argentine ? Très bonne question. Écoute, où il fallait trouver du boulot pour tout le monde, ou sinon c'était vraiment c'est 2 entités différentes en fait. C'est pas les mêmes écoles, c'est pas les mêmes élèves, c'est pas le même personnel. Je n'ai pas la vraie réponse à cette question malheureusement, mais en tout cas c'était leur contexte, ils changeaient, même le directeur qui aurait pu rester directeur. Et ben non, c'est pas les mêmes élèves, c'est pas le même. Il y a juste les bâtiments qui restent, mais tout le reste ça change. J'ai pas la réponse exacte à cette question. Et la remarque, c'est est-ce que tu penses qu'une piqûre de rappel sera nécessaire ? Au départ, ça marque beaucoup, il y a du changement, tu l'as dit. Et après, ça va s'atténuer, on revient sur le quotidien. Est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir des piqûres de rappel ? Tu veux que je refasse ma conf, c'est ça ou... Dans quelques temps, oui. Comment ? Dans quelques temps. Ah ouais, avec plaisir. Tout dépend de l'objectif que tu cherches à atteindre, mais effectivement, je pense qu'il y a un moment où si tu veux changer les choses durablement, c'est pas je fais une fois les choses et puis elles ont changé. C'est comme une notion d'apprentissage qui est très importante que je travaille beaucoup avec mes filles. Quand on acquiert une nouvelle connaissance, ça sert à rien de la lire 50 fois en fait. Il faut la lire une fois, laisser passer un peu de temps, la relire, laisser passer encore un peu plus de temps, la relire, et c'est comme ça qu'on ancre la connaissance. C'est la répétition de la connaissance qui ancre le savoir. Donc je pense que c'est exactement pareil pour le changement. Okay. Tu me poseras ta question plus tard. Merci beaucoup.